vous croyez savoir ce que signifie le mot « dépravation ». Vous avez vu les films, lu les livres, entendu les murmures sur les excès de Rome, les bacchanales, les festins interminables, les empereurs capricieux et les amants cachés derrière des rideaux de velours rouge. Mais tout cela, tout ce que vous croyez connaître, n'est qu'une version édulcorée, presque innocente, de la vérité. Ce qui est resté dans les livres d'histoire, ce qui est parvenu aux oreilles du grand public, a été soigneusement filtré, enveloppé d'euphémismes latins et enfoui sous des notes de bas de page universitaires. Car la vérité, l'authentique réalité de ce qui se passait dans les couloirs du pouvoir romain, est si sombre, si profondément perturbante, que pendant des siècles, même les historiens les plus courageux ont choisi de la taire. Aujourd'hui, nous allons lever ce voile. Nous allons nous plonger dans un chapitre oublié de l'histoire, non pas parce qu'il n'a pas été documenté, mais parce qu'il a été gênant, humiliant et trop révélateur sur la nature humaine quand celle-ci n'a pas de limite. Nous parlons de pratiques sexuelles enregistrées dans des sources officielles, validées par l'archéologie, racontées par des citoyens romains qui ne cherchaient pas à discréditer leur civilisation, mais à témoigner de l'abîme dans lequel elle était tombée. Ce n'est pas un récit de scandales occasionnels ou de perversions isolées. Ce que vous êtes sur le point d'entendre, ce sont des schémas institutionnalisés, des routines normalisées au sein de l'élite de l'Empire, des comportements où le sexe n'était pas un plaisir, mais un pouvoir, un contrôle et une humiliation systématique. Ce voyage ne sera pas facile, mais il est nécessaire pour comprendre la dimension la plus crue du pouvoir absolu. Quand on pense à l'Empire romain, il est facile d'imaginer une civilisation brillante, édifiée sur les fondations de conquêtes militaires, d'architecture monumentale et de génie politique. Mais il y a une autre face, plus sombre, plus intime, qui se cachait derrière les colonnes de marbre et les discours du Sénat. Rome ne s'est pas seulement maintenue par la force de ses armées ou l'astuce de ses dirigeants, mais aussi par une culture sexuelle profondément enracinée dans la hiérarchie, la domination, l'utilisation du désir comme instrument de pouvoir absolu. La sexualité dans la Rome impériale n'était pas une affaire privée. C'était un champ de bataille. Là où l'épée s'arrêtait, le corps commençait comme territoire de conquête. L'élite utilisait la pratique sexuelle comme un outil multifacette, punition, humiliation, récompense et, surtout, affirmation de contrôle. Il s'agissait d'un système où soumettre l'autre ne nécessitait ni chaîne ni fouet. Il suffisait de le dépouiller de sa dignité devant un public silencieux. C'était une forme de violence si efficace que souvent, ses effets duraient plus longtemps que n'importe quelle blessure physique. Les sources qui documentent ces pratiques ne proviennent pas d'ennemis désireux de salir la réputation de Rome. Ce ne sont pas des exagérations de chroniqueurs barbares, ni des inventions d'écrivains chrétiens ultérieurs. Elles proviennent de l'intérieur, de citoyens romains comme Suétone, Tacite, Pline l'Ancien ou Juvénal, témoins ou héritiers directs de cette culture. Leurs écrits, conservés pendant des siècles, ne décrivent pas seulement les actes avec des détails effrayants, mais reflètent une société qui acceptait, ou du moins tolérait, que le sexe soit une façon de montrer qui commandait. Ces chroniqueurs ont clairement indiqué qu'ils ne parlaient pas de rareté ou d'exception. Ce qu'ils racontaient n'étaient pas des anecdotes marginales, mais des pratiques institutionnalisées, répandues parmi les plus hautes sphères du pouvoir. Il ne s'agissait pas d'un empereur corrompu ou d'un groupe de nobles dégénérés, mais d'un modèle systémique, d'une mentalité partagée, où la sexualité était un mécanisme central dans le fonctionnement de l'Empire. Une civilisation qui, tout en exportant des lois, des routes et de la littérature, exportait aussi une manière de comprendre le corps comme instrument de contrôle politique. Parler de Caligula, c'est se confronter au visage le plus malsain du pouvoir absolu. Il n'était pas un tyran comme les autres. Il était un architecte de l'humiliation, un concepteur de la peur, un empereur qui a fait du corps humain sa scène personnelle pour représenter encore et encore la dégradation comme forme de gouvernement. Il ne s'agissait pas simplement de satisfaire ses désirs les plus sombres. Son cas était autre chose. Une opération méticuleusement calculée de soumission psychologique, une chorégraphie de terreur exécutée avec la précision d'un rituel impérial. Selon Suétone, qui a eu accès aux archives officielles des décennies après sa mort, Caligula a conçu un protocole complet d'abus sexuels au sein de sa cour.
La scène la plus représentative s'est déroulée vers l'an 38 après J.B.C. lors d'un banquet impérial auquel assistaient les familles les plus puissantes de Rome. Les sénateurs arrivaient avec leurs épouses, s'attendant à une soirée de diplomatie et de vin. Mais au lieu de politique, ils furent accueillis par une exhibition qui effacerait à jamais leur concept de sécurité. Caligula ne se contentait pas d'observer. Il marchait parmi les convives, caressant les visages des femmes, soulevant leurs mentons, inspectant leur corps comme s'il était sur un marché d'esclaves. Tout cela se produisait tandis que les maris, des hommes habitués au pouvoir, restaient paralysés, tremblant sous le regard impassible de l'empereur. Mais le plus perturbant était l'intention. Ce n'était pas de la simple cruauté, c'était de la stratégie. Caligula savait qu'un homme brisé est moins dangereux qu'un homme mort. Et c'est ce qu'il cherchait. Des sénateurs brisés, soumis, conscients que ni leur titre ni leur lignée ne pouvaient les protéger. À de nombreuses occasions, il sélectionnait une femme pendant le dîner et disparaissait avec elle pendant des heures, tandis que le mari continuait à manger, n'osant pas lever les yeux. À son retour, Caligula racontait l'expérience avec des détails obscènes, évaluant le corps et le comportement sexuel de l'épouse avec la même froideur qu'un dégustateur décrit un vin. Imaginez, assis à table, obligé d'écouter l'homme le plus puissant du monde raconter, en riant, comment il a violé votre épouse, et ne pas pouvoir dire un mot. Tel était le pouvoir de Caligula. L'un des épisodes les plus déchirants a impliqué le mariage de Pison avec Livia Orestilla. Caligula y assista en tant qu'invité, mais en pleine cérémonie, il interrompit les vœux et annonça que, comme Romulus dans les mythes fondateurs de Rome, il prenait aussi femme à l'ancienne mode. Avec cette phrase, invoquant le viol légendaire des Sabines, il ordonna que la mariée soit emmenée dans ses appartements. Ce n'était pas un emportement impulsif, c'était une mise en scène soigneusement planifiée, une façon d'institutionnaliser la violence sexuelle sous le déguisement du symbolisme historique. Les sénateurs qui assistaient à de tels actes n'avaient pas le choix. Résister était une sentence de mort. Se taire et acquiescer signifiait devenir complice de leur propre dégradation. Beaucoup choisirent de survivre, alimentant une culture du silence qui permit aux horreurs de se multiplier sans résistance. Caligula transforma la honte en instrument de contrôle. Il n'avait pas besoin de prison quand il pouvait transformer votre lit, votre famille, votre honneur en armes contre vous. Son terrorisme sexuel ne se limitait pas au dîner ou au mariage, il était systématique. L'empereur avait des esclaves dédiés exclusivement à l'enregistrement de chaque rencontre. Nom, date, description, réaction. Chaque acte était documenté comme s'il faisait partie d'un dossier administratif. L'horreur ne résidait pas seulement dans ce qu'il faisait, mais dans la façon dont il l'organisait. Les viols faisaient partie du fonctionnement régulier de sa cour, normalisé comme on gère la comptabilité du palais. Les preuves archéologiques ne nient pas cette histoire. Au contraire, elles la confirment. Dans les villas impériales, on a trouvé des pièces conçues pour l'observation voyeuriste et les activités de groupe. Ce n'étaient pas des chambres décoratives ni des salons de repos. C'étaient des espaces fonctionnels, construits avec précision pour satisfaire les caprices les plus sombres de l'empereur. Ce qui commença comme une démonstration de pouvoir se transforma en une machinerie de destruction émotionnelle, imparable et parfaitement huilée. Dans ce système, les femmes n'étaient pas des femmes. Elles étaient des instruments, des pions que l'on déplaçait pour rappeler à toute Rome que l'empereur pouvait prendre ce qu'il voulait, quand il voulait, sans conséquence. Et les hommes, aussi puissants fussent-ils, étaient constamment rappelés qu'ils n'étaient que des sujets sans défense face à la volonté d'un Dieu vivant. Si ce que Caligula a fait semblait insurmontable, ce que Tibère a fait sur l'île de Capri repousse les limites de l'imaginable. Loin de l'agitation de Rome, protégé par des falaises et surveillé par un réseau de fidèles serviteurs, l'empereur a transformé sa retraite en une scène d'excès aussi raffinée que cruelle. Capri n'était pas seulement un paradis privé, c'était en essence un laboratoire de l'horreur sexuelle, un monde parallèle où les normes sociales, morales et humaines ne s'appliquaient tout simplement pas. Là-bas, Tibère régnait comme un dieu qui utilisait des corps humains pour répéter ses fantasmes les plus tordus. Selon des sources anciennes comme Suétone et Tacite, la villa impériale de Capri fut modifiée spécifiquement pour remplir des fonctions sexuelles. Nous ne parlons pas de simples chambres à coucher. Nous parlons de structures architecturales conçues pour le voyeurisme,
d'espaces circulaires permettant d'observer depuis l'ombre, de pièces facilitant les activités de groupe et de zones cachées où se pratiquaient des actes que même les chroniqueurs n'osèrent pas détailler. Tout faisait partie d'une chorégraphie perverse où chaque recoin était au service du désir impérial. Tibère ne participait pas seulement à ces actes. Il les organisait comme s'il dirigeait une expérience. Il fit décorer ses appartements avec les images les plus explicites que l'art grec pouvait offrir et disposait de manuels sexuels afin de garantir une diversité continue dans les représentations. Les acteurs n'étaient non pas des prostituées ni des courtisans. Beaucoup étaient des fils et des filles de citoyens romains, arrachés à leur foyer sous des prétextes légaux et emmenés à Capri sous des promesses qui dissimulaient le véritable but. Une fois sur l'île, leurs options étaient illimitées, participer ou mourir. Le consentement était une illusion. La grande majorité, face à la mort, acceptait, bien qu'intérieurement, il commençait à s'effondrer. Les témoignages, bien que fragmentaires, parlent de jeunes qui ont développé des traumatismes profonds, qui ont tenté de se suicider, qui se sont perdus dans un état de déconnexion psychologique totale. Certains continuaient à remplir leurs fonctions comme des automates, l'esprit déjà réfugié dans un coin sûr de leur intérieur. Tibère, selon les textes, se sentait particulièrement fasciné par ceux qui offraient de la résistance. C'est là qu'il déployait sa cruauté la plus méticuleuse, les brisant lentement jusqu'à les modeler à sa volonté. L'isolement de Capri était essentiel. L'environnement naturel et son accès difficile permettaient de garder secret tout ce qui s'y passait. Personne n'arrivait sans être filtré, et les esclaves qui servaient l'empereur vivaient entre la peur et la complicité. L'île devint un microcosme sans loi, où le plaisir d'un seul justifiait la souffrance de dizaines. Ce n'était pas seulement une retraite du pouvoir, c'était l'incarnation du pouvoir absolu. La logistique derrière ce système révèle sa dimension administrative. Il y avait des agents chargés de trouver les jeunes, des esclaves qui prenaient soin de leur corps, et des médecins dont la fonction n'était pas de guérir, mais de s'assurer que les participants survivent suffisamment longtemps pour être réutilisés. Les registres impériaux montrent des paiements à des intermédiaires, des coûts de transport et même des frais médicaux pour maintenir en vie ceux qui avaient déjà été endommagés au-delà de la limite. Dans ce contexte, la souffrance humaine était traitée avec la froideur d'un comptable impérial, une variable de plus dans l'équation du divertissement de l'empereur. Ce que Tibère a construit à Capri n'était pas simplement une collection d'excès. C'était un système, une bureaucratie de l'abus, une machine efficace de dégradation humaine. Entre ses mains, le corps d'autrui se transformait en un outil de contrôle absolu. Et Capri, loin d'être une île de repos, fut marqué comme l'un des scénarios les plus sinistres de l'histoire impériale romaine. Au cœur de l'Empire, parmi les marbres et les toges pourpres, une femme a porté la transgression au-delà de l'imaginable. Valeria Messaline, troisième épouse de l'empereur Claude, n'a pas seulement participé aux excès sexuels du palais impérial. Elle les a élevés au niveau du spectacle, du défi public, de la provocation directe aux normes les plus sacrées de Rome. Son histoire n'est pas celle d'une victime du système, mais celle d'une protagoniste qui a utilisé sa position pour briser chaque barrière imposée aux femmes romaines, même au sein de la sphère du pouvoir. Selon Pline l'Ancien, Messaline organisa une compétition d'endurance sexuelle qui reste encore aujourd'hui difficile à concevoir. Dans une villa impériale, avec des juges officiels chargés d'enregistrer chaque rencontre, elle affronta la prostituée la plus célèbre de Rome dans une épreuve pour voir qui pouvait satisfaire le plus d'hommes en une seule nuit. Ce n'était ni une plaisanterie ni une exagération de taverne. C'était une exhibition soigneusement organisée, documentée par des écrivains contemporains. Le résultat fut que Messaline surpassa sa rivale après s'être couchée avec 25 hommes consécutifs. Mais ce n'était pas seulement un exploit de résistance, c'était une déclaration de pouvoir, une humiliation délibérée de toute une profession et, plus profondément, des structures sociales qui dictaient ce qu'une femme, même une impératrice, devait ou ne devait pas faire. Et Messaline ne s'arrêta pas là. Selon Juvénal, l'un des chroniqueurs les plus satiriques et les plus mordants de la Rome antique, l'impératrice trouvait du plaisir à se déguiser et à se faufiler la nuit dans les bordels de la ville. Là, sur des lits malodorants et aux côtés d'hommes qui ignoraient qui elle était, elle offrait ses services comme une prostituée ordinaire. Elle ne le faisait ni par nécessité économique, ni par rébellion superficielle. Elle le faisait pour le vertige de l'interdit, pour l'anonymat,
pour l'excitation de tout perdre sans que personne ne le sache. Elle le faisait peut-être parce que le pouvoir absolu avait rendu le luxe ennuyeux, et ce n'est que dans le risque qu'elle trouvait un écho de vie authentique. Ces escapades étaient un scandale non seulement moral, mais politique. L'épouse de l'empereur s'exposait à être enlevée, assassinée ou victime de chantage par n'importe quel client. Le fait qu'elle ait continué ses visites révèle un mélange de confiance extrême en sa protection et une compulsion qui dépassait la raison. Mais le plus perturbant n'était pas l'acte en soi, mais ce qu'il disait de la culture impériale. Que même l'autodégradation la plus explicite devenait tolérable, ou du moins dissimulable, si elle provenait de l'entourage du trône. Le point culminant de cette histoire arriva lorsque Messaline épousa secrètement son amant Caius Silius, sans divorcer d'abord de Claude. Ce fut un acte de bigamie commis en plein jour, avec des témoins, de la musique nuptiale et, selon les chroniques, même des scènes sexuelles intégrées au rituel. Le mariage, loin d'être une cérémonie privée, fut un spectacle offensant contre les coutumes romaines, une orgie ritualisée qui transformait l'institution du mariage en théâtre pornographique. Ce n'était pas un adultère, c'était une trahison symbolique, c'était jeter la morale romaine à terre et la piétiner devant toute l'élite. Lorsque Claude découvrit la trahison, sa réponse fut aussi rapide qu'implacable. Il ordonna l'exécution de Caius Silius et força Messaline à contempler sa mort avant d'être elle-même assassinée dans les jardins de Lucullus. Ainsi se termina la vie d'une femme qui utilisa le sexe non comme soumission, mais comme arme de pouvoir, de défi et de spectacle. Une impératrice qui joua avec le feu jusqu'à ce que même l'Empire ait peur de son reflet. Dans l'imaginaire collectif, les gladiateurs sont des figures héroïques, des hommes forts, courageux, symboles de résistance et de gloire face à la mort. Mais dans la Rome impériale, cette image se brisait lorsque le rideau de l'amphithéâtre tombait. Car en dehors du combat, ces mêmes guerriers étaient traités comme de la marchandise. Non pas comme des citoyens, non pas comme des idoles, mais comme des objets sexuels au service des puissants. Bien qu'acclamés par le peuple, leur statut d'esclave les transformait en propriétés, disponibles pour les caprices les plus intimes de ceux qui pouvaient se les offrir. Les femmes de la haute société, souvent mariées à des sénateurs ou des généraux, acquérirent des gladiateurs non pour leur habileté au combat, mais pour ce qu'ils pouvaient offrir en privé. C'étaient des trophées vivants, des muscles et des cicatrices au service du désir. Dans l'intimité, ces hommes qui inspiraient le respect au Colisée étaient dégradés en jouets sexuels, sans pouvoir refuser, sans droit de défendre leur dignité. Le contraste était brutal, héros le jour, esclave la nuit. Et pour beaucoup, ce double rôle était insupportable. Certains gladiateurs, selon les sources, ont choisi le suicide plutôt que de continuer à supporter cette existence ambiguë. La dissonance entre la gloire publique et l'humiliation privée minait leur identité jusqu'à la réduire en poussière. Leur souffrance était silencieuse, invisible dans les marbres des monuments, mais aussi réelle que les blessures qu'ils portèrent sur leur peau. Leur corps était un spectacle, oui, mais c'était aussi une prison. Ce culte du corps comme outil de plaisir et de pouvoir ne se limitait pas au privé. Il se manifestait aussi dans le religieux. L'un des exemples les plus choquants est le culte de Priape, dieu de la fertilité, dont l'image phallique se trouvait dans les jardins, les maisons et les temples. En son honneur, des cérémonies étaient célébrées où la sexualité n'était pas symbolique, mais littérale. Les participants accomplissaient des actes sexuels dans le cadre du rituel, convaincus qu'ils honoraient ainsi la divinité et garantissaient la fertilité de la terre et du foyer. Un autre cas est le festival des Lupercales, célébré en février. Des jeunes à moitié nus couraient dans les rues de Rome, fouettant avec des lanières de cuir les femmes qu'ils croisaient. Loin de fuir, beaucoup recherchaient activement ces coups, croyant qu'ils augmenteraient leur fertilité. C'était un mélange de rites religieux, d'agressions consenties et d'érotisme collectif qui brouillait les lignes entre dévotion, violence et désir. Dans ces pratiques, le corps n'était pas sacré. C'était un outil, une scène, un sacrifice. Le sexe, sous le masque de la foi ou du divertissement, servait à renforcer les hiérarchies, à maintenir l'ordre,
à rappeler au peuple qui commandait même sur le terrain le plus intime. Et ainsi, entre épée, toge et prière, Rome transformait le plaisir en une forme de pouvoir et la spiritualité en un spectacle charnel. S'il restait encore une frontière morale dans la Rome impériale, cette dernière pratique la brise complètement. Dans les marges les plus sombres de la ville, où le silence pesait plus lourd que l'agitation des places et où les tombes s'alignaient comme des témoins muets du passé, un service était offert qui échappe à toute logique humaine: la prostitution dans les cimetières. Il ne s'agissait pas de rencontres clandestines par manque d'espace ou de discrétion. C'était un marché destiné à ceux qui trouvèrent de l'excitation précisément dans la proximité de la mort. Ces femmes, souvent dans des conditions d'absolue vulnérabilité, travaillaient entre les pierres tombales et les mausolées. Leurs clients n'étaient pas nécessairement marginaux, mais des citoyens romains qui cherchaient quelque chose de plus que le plaisir physique. Ils cherchaient à transgresser le dernier tabou, à unir le désir à l'idée de la faim. Pour eux, le contact sexuel à côté des restes humains intensifiait l'expérience. La mort n'était pas un obstacle, mais un ingrédient de plus du rituel. Le corps vivant sur la pierre funéraire devenait un paradoxe qui nourrissait le morbide. Chaleur sur froid, mouvement sur immobilité, chair sur cendre. Le plus perturbant n'est pas que cette pratique ait existé, mais qu'elle n'ait pas scandalisé. Les auteurs romains la mentionnaient sans grands jugements moraux. Ce n'était ni un secret, ni une rareté. C'était simplement une option de plus dans l'éventail des offres sexuelles de la capitale de l'Empire. On en parlait avec la même normalité que des bains publics ou des bordels du forum. Cette indifférence révèle à quel point la culture romaine avait normalisé la fusion entre érotisme et violence, entre plaisir et destruction. Au final, ce qui se passait dans les cimetières n'était pas seulement une perversion individuelle. C'était le reflet d'une civilisation qui, en accordant un pouvoir absolu à certains, a permis que tout, même le plus sacré, devienne objet de consommation. Lorsque nous contemplons les grandes réalisations de Rome, ses aqueducs, son droit, ses conquêtes, nous avons tendance à oublier que, sous ces pierres parfaitement alignées, se cachait aussi un monde d'ombre. Les pratiques sexuelles que nous avons explorées n'étaient pas de simples déviances personnelles ni des scandales isolés. Elles faisaient partie d'un système, d'une logique de pouvoir qui s'infiltrait dans tous les aspects de la vie impériale. Un système où le corps humain, qu'il soit de femmes, d'hommes, d'enfants ou de gladiateurs, devenait une monnaie d'échange, un instrument de punition, une scène pour démontrer la domination. La véritable dimension de l'horreur ne réside pas dans les détails scabreux, mais dans son institutionnalisation. Le plus inquiétant n'est pas que des empereurs comme Caligula ou Tibère aient existé, mais que Rome les ait tolérés, acceptés, voire vénérés. Que leurs actes aient été enregistrés dans les archives impériales avec la même naturalité que les mouvements de l'armée ou les registres fiscaux. Que les victimes aient été cataloguées, maintenues en vie, réutilisées, comme si elles étaient des pièces d'une machinerie parfaitement huilée, car c'est exactement ce qui fut construit. Une bureaucratie de l'abus sexuel, avec des rôles définis, des hiérarchies, des objectifs et des protocoles. Les chroniqueurs qui ont laissé des témoignages n'étaient pas des ennemis de l'Empire, c'étaient des Romains. Et cela rend tout encore plus perturbant. Ils n'écrivaient pas pour scandaliser, mais pour expliquer. Ils ne dénonçaient pas depuis la marge, mais de l'intérieur. Et ce faisant, ils nous ont légué une vérité inconfortable, que la civilisation la plus admirée de l'Antiquité fut aussi capable des actes de déshumanisation les plus systématiques. Cette histoire est un avertissement. Elle nous rappelle que lorsque le pouvoir n'a pas de limite, l'impensable devient routine. Que même les cultures les plus avancées, si elles ne se freinent pas elles-mêmes, peuvent glisser vers l'abîme moral. Et que le désir, entre les mains de ceux qui ne connaissent non pas la reddition de comptes, peut se transformer en un outil de destruction collective. Comprendre ce chapitre de l'histoire ne signifie pas le célébrer ni s'en délecter. Cela signifie le regarder en face, reconnaître que nous ne sommes pas immunisés et nous demander si nos propres structures, politiques, culturelles, sociales, ont les freins nécessaires pour éviter de répéter ces erreurs. Car l'histoire romaine n'est pas aussi lointaine que nous le pensons. Elle ne change que de vêtements. Ce que Rome nous laisse, au-delà de ses ruines, c'est une leçon claire.
Aucun empire, aussi glorieux qu'il puisse paraître, n'est exempt de devenir un monstre s'il ne se fixe pas de limites.